Ma belle-mère a débarqué le jour de mon anniversaire, sobre depuis 1 an, juste pour essayer de me refaire tomber. Elle ignorait que toute la famille était tapie dans le couloir, aux aguets. La porte n'était même pas verrouillée, elle est entrée comme si elle était chez elle. Un sourire en coin qui en disait long. Oh, mon chéri, tu as replongé? Le jour de ton anniversaire, vraiment? Avant que j'aie le temps de lui dire que je n'étais pas raide mais seulement crevée, elle a dégainé un flacon de cachet. Tiens, j'ai apporté tes préférés. On garde ça pour nous, d'accord? J'avais envie de m'effondrer, mais plus encore, je voulais que ma famille entende tout ce que Lilith disait quand elle se croyait seule. Ah, papa serait drôlement fier de la femme qu'il a épousée. Ton père, les mots lui ont échappé, froid et cruel. Ton père, ce pauvre homme en est mort à force de se ronger les sangs à cause de son fils toxico. C'était l'instant de vérité. Il est mort par ma faute? Elle s'est mise à rire. Un rire glaçant qui m'a coupé le souffle. Non, pas à cause de toi. Sérieusement, tu piges toujours rien, hein? Elle a avalé un cachet et a continué. Tu te souviens, t'avais 16 ans, la crise de panique avant ton permis? J'ai acquiescé. Ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Ce que tu ignorais, c'est que j'avais écrasé un oxy dans ta soupe de tomates. Ta première dose d'opiacé, cadeau de belle-maman, tu peux me remercier. Elle rayonnait d'orgueil, c'en était presque indécent. Le petit anxieux avait maintenant des problèmes autrement plus graves que le stress d'un examen. Mais j'ai eu mal après, ai-je murmuré, forçant la suite. Cette douleur qui commençait, après mes dents de sagesse, elle m'a coupé, ravi. Oui, mon cousin t'a opéré. Je lui ai dit de frôler le nerf, juste assez pour que la douleur devienne chronique. Après ça, les cachets pour te soulager étaient indispensables. C'est devenu un jeu d'enfant de t'accrocher. La tête me tournait, mais je la poussais à continuer. Voilà pourquoi ça s'arrêtait jamais. Quand j'essayais de décrocher et que j'allais mieux, tout repartait. Tu rechutais, n'est-ce pas? Lilith s'est penchée vers moi, secouant le flacon comme un trophée. Je mettais du Xanax dans tes shakes protéinés. J'écrasais des pilules dans ta bouffe. Tu te souviens des repas de famille où tu ne tenais pas les yeux ouverts, où tu bredouillais alors même que tu n'avais, jurais-tu, rien pris du tout à chaque dîner chez mamie? J'ai répondu d'une voix tremblante, gardant mon sang-froid. Je gavais ta purée de somnifères, puis j'allais pleurer auprès de ta grand-mère en disant que ça me brisait de te voir lutter comme ça. Elle flippait que tout l'argent parte à cause de ta consommation. Résultat, elle m'a tout légué. J'ai pris le contrôle de son héritage 2 semaines avant qu'elle claque. Les yeux de Lilith brillaient d'un éclat malsain. De toute façon, elle était déjà fichue. Avec un peu plus de morphine, disons que ça a accéléré les choses. Mes mains tremblaient, mais j'ai enchaîné. Tu l'as tuée? Tuer est un vilain mot. Disons que j'ai précipité les choses, comme pour ton père. Elle s'est laissée aller contre le plan de travail, l'air détendu, comme si elle parlait de la météo. La nuit où il est mort, tu voulais lui rendre visite, tu te souviens? Sauf que tu t'es pointé incapable de marcher droit. J'avais juste bu du café, ai-je protesté, complètement chamboulé. Un café avec 3 oxys dedans, a-t-elle corrigé sans sourciller. Tu es arrivé à l'hôpital à moitié zombie, balbutiant n'importe quoi. Ton père a fini par croire que tu préférais la cam à lui dire au revoir. Une colère noire montait en moi, mais j'avais besoin qu'elle en dise encore plus. Après ça, tout a basculé, j'ai atterri en tôle, accusé d'agression. Oui, elle a souri, satisfaite d'elle-même. Ça, c'était mon chef-d'œuvre. Je me suis fait un cocard contre la porte et j'ai appelé les flics. Ce signalement a pulvérisé ton rêve d'école d'infirmier, pas vrai? Aucun hosto ne veut de quelqu'un avec ce genre de casserole. L'hépatite C, ma voix n'était qu'un souffle. Le médecin disait que j'avais dû partager une seringue, mais jamais. Mais bien sûr que non. Elle a jeté un regard blasé à ses ongles trop brillants. J'en ai pris une sale à la clinique. Un simple coup pendant que tu dormais. Fracassé. J'ai fermé les yeux, triturant le collier de mon chien sur mon porte-clés. Nerveux comme jamais. Lilith s'est penchée, sadique, les yeux pétillants de méchanceté. Tu veux savoir un truc sur ton chien d'assistance adoré? Sa voix s'était adoucie d'un ton pervers. Je lui donnais du Benadryl pour qu'il roupille, et toi aussi, je t'assommais de cachet. Après, je l'ai étranglé de mes propres mains et je l'ai calé contre toi. Tu t'es réveillé persuadé de l'avoir tué en pleine crise d'amnésie. Je t'ai vu l'enterrer dans le jardin, chialer et supplier un chien mort de te pardonner ce que j'avais fait. Une haine froide me serrait la gorge, mais je devais poser la seule question qui comptait. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Elle a violemment posé le flacon sur le plan de travail. Parce que tu existais. À chaque fois que ton père te mettait en priorité devant moi, à chaque fois qu'il disait « Faut que je voie d'abord avec mon fils », chaque centime claqué dans tes psys au lieu de vacances en amoureux, tu me rappelais sans cesse que j'étais que son plan B, qu'il ne m'appartiendrait jamais vraiment. Elle s'est approchée, son souffle mélangé de vin et d'aigreur. Et regarde-toi maintenant, sobre, mais cassé pour de bon. Foie bousillé, cerveau abîmé, casier judiciaire. Ça, c'est ta vie. C'est alors qu'on a entendu ce fracas. Un bruit venu de l'étage a pulvérisé son air triomphant, comme un coup de masse sur du verre. Lilith s'est retournée d'un coup, titubant sur ses talons. Sa fille Sophie était en haut des escaliers, la barre de la banderole d'anniversaire à ses pieds. Et juste derrière, toute la famille, entassée, le visage blanc de stupeur. En voyant tout ce monde, Lilith est restée pétrifiée. En un éclair, sa fierté s'est transformée en terreur. J'ai bondi pour lui bloquer la porte d'entrée, pendant que mon oncle Julien entrait derrière elle, téléphone levé, déjà en train de tout filmer.
Sophie, figée en haut des marches, semblait sur le point de s'évanouir. Sa peau était tellement pâle que ses taches de rousseur ressortaient plus que jamais. Mes mains tremblaient tellement que je peinais à les maîtriser, mais j'ai réussi à attraper le flacon qu'elle avait laissé sur le plan de travail en le prenant avec un torchon pour ne pas effacer d'empreintes ni détruire de preuves. Lilith a vite compris ce que j'étais en train de faire et s'est précipitée vers moi pour essayer de me l'arracher. Mais ma tante Natacha s'est interposée, les bras tendus pour nous séparer. Même si sa voix se voulait calme et assurée, je voyais bien qu'elle n'était pas aussi sereine qu'elle en avait l'air. D'autres membres de la famille sont sortis du couloir où ils avaient suivi la scène à distance et se sont placés de façon à former un demi-cercle, bloquant l'accès à la porte à Lilith, l'empêchant aussi de m'approcher. Mon cousin Marcus s'est posté à l'entrée de la cuisine, Elena près de la fenêtre. On sentait la stupeur générale. Personne ne bougeait, personne ne laissait Lilith filer. J'ai alors sorti mon téléphone, la main encore tremblante, celle qui ne tenait pas le flacon, et j'ai failli le faire tomber en essayant de déverrouiller l'écran avant de composer le 17. L'opératrice a décroché à la deuxième sonnerie et je me suis efforcée de parler d'une voix posée. Je lui ai expliqué qu'il fallait absolument l'intervention de la police pour une tentative de distribution illégale de substances, en précisant que nous étions plusieurs témoins sur place. Elle m'a demandé de rester en ligne. J'ai confirmé d'un simple « oui ». C'est alors que Lilith s'est mise à hurler que tout cela était un immense malentendu, que je mentais et que son beau-fils toxicomane voulait lui faire porter le chapeau. Julian, de son côté, avait dégainé son téléphone et filmé la scène, la caméra braquée sur Lilith, enregistrant chaque mot, chaque geste. L'opératrice, toujours en ligne, m'a demandé de lui décrire précisément la situation, ce que j'ai fait du mieux possible malgré Lilith qui hurlait en arrière-plan. Puis, d'un coup, Sophie s'est effondrée sur les marches en sanglotant bruyamment. Natacha s'est tout de suite précipitée vers elle, s'est assise et a passé un bras autour de ses épaules pour la réconforter, en veillant à rester assez visible pour que nous puissions garder un œil sur elle. C'est là que j'ai réalisé que Sophie était elle aussi une victime dans cette histoire, juste une gamine venant de découvrir que sa propre mère était un monstre. À ce moment-là, ma colère s'est en partie transformée en un besoin viscéral de protéger Sophie du choc qui l'attendait, même si j'étais toujours en rage contre Lilith. Les autres membres de la famille se sont rassemblés dans le salon sans vraiment parler, tous décidés à ne surtout pas laisser Lilith partir avant l'arrivée des policiers. L'opératrice m'a ensuite confirmé que des agents étaient en route et m'a demandé de rester en ligne. J'entendais toujours Lilith crier que tout était faux, que je mentais et qu'elle n'avait jamais rien fait de mal. Au bout de 15 minutes à peine, 2 policiers sont arrivés. J'ai remis le flacon de comprimé bien enveloppé dans le torchon et expliqué ce qui s'était passé. Julian s'est approché, sa vidéo à l'appui, prêt à transmettre l'enregistrement si besoin. Un des policiers a soigneusement mis le flacon sous scellé, pendant que l'autre notait les noms de tous les témoins des aveux de Lilith. Ils nous ont séparés dans différentes pièces pour prendre nos dépositions. J'ai été emmené dans le salon avec un agent, tandis que Lilith était interrogée dans la cuisine avec l'autre. Je pouvais encore l'entendre à travers le mur, sa voix oscillant sans cesse entre pleurs et cris, répétant que j'étais toxicomane, que j'inventais tout, que tout ça était absurde. Le policier face à moi se montrait patient et méthodique, posant des questions très précises sur les propos de Lilith et le déroulement des faits. À la fin de ma déposition, il m'a expliqué que, compte tenu du nombre de témoins et des preuves tangibles, il pouvait m'aider à faire immédiatement une demande d'ordonnance de protection en urgence. J'ai accepté sans réfléchir, même si j'avais tellement les mains moites que j'avais du mal à tenir le stylo. L'agent m'a aidé à remplir les papiers en m'expliquant qu'ainsi Lilith n'aurait plus le droit de m'approcher tant qu'une audience n'aurait pas eu lieu. Très vite, l'autre policier a ramené Lilith depuis la cuisine pour lui remettre officiellement l'ordonnance avant de l'emmener au commissariat où elle serait entendue plus longuement. La voir comprendre qu'elle ne pourrait plus m'approcher m'a secoué, à la fois soulagé et terrifié à l'idée des représailles. Une fois les policiers partis avec Lilith, j'ai rappelé les membres les plus proches de la famille dans le salon. Oncle Julian et tante Natacha se sont installés sur le canapé, 2 de mes cousins ont pris des chaises. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé, y compris les aveux de Lilith, pour leur donner un maximum de visibilité sur les événements qu'ils auraient manqués depuis le couloir. On a ensuite reconstitué ensemble la chronologie, pour que tout le monde ait une idée claire de ce qui s'était joué. La discussion a vite tourné autour de la façon dont on pourrait accompagner Sophie, prise entre sa mère et la réalité des faits. Julian a suggéré qu'on prenne chacun le temps de poser nos souvenirs sur papier, tant qu'ils étaient encore frais. Natacha a proposé d'accueillir Sophie chez eux, le temps qu'elle reprenne ses esprits. Chacun est rentré chez soi vers minuit, et l'appartement m'a semblé tout à coup désert et inhabituellement silencieux. Je suis resté longtemps assis sur le canapé, le regard perdu sur mon téléphone, puis j'ai fini par appeler Shamus. Dès qu'il a décroché, je lui ai avoué que la nervosité et l'adrénaline me donnaient une envie folle de reprendre des pilules, tellement que j'avais l'impression de ne plus pouvoir penser normalement. J'avais l'impression d'être rongé de l'intérieur. Shamus m'a guidé dans des exercices de respiration au téléphone, me rappelant que céder, ce serait offrir à Lilith la victoire qu'elle cherchait,
Tu ruinerais ta crédibilité de témoin. Toujours la même voix calme, rassurante, tandis que j'essayais de respirer comme il l'avait appris. J'ai réussi à tenir la nuit sans rien prendre, mais à un cheveu près, plus près du bord que je ne voulais bien l'admettre. Finalement, j'ai dormi sur le canapé, toutes les lumières allumées, impossible de retourner dans ma chambre, sans vraiment trop savoir pourquoi. Le lendemain matin, à 8h30, mon téléphone a sonné. Une femme s'est présentée comme l'inspectrice Trish Marston, en charge de l'enquête. Une voix professionnelle et posée qui m'a expliqué qu'elle était spécialisée dans les affaires d'empoisonnement et de maltraitance envers les personnes âgées. Elle voulait me recevoir dès l'après-midi même au commissariat pour un entretien formel. Il y avait dans sa façon de parler quelque chose de rassurant. J'ai passé la matinée à consigner tous les détails dont je pouvais me souvenir sur les aveux de Lilith, ainsi que sur toutes ces années à essayer de comprendre ses symptômes étranges. Au commissariat cet après-midi-là, l'inspectrice Marston s'est installée face à moi dans une petite salle d'entretien et, d'une voix douce, elle m'a expliqué que certaines preuves posaient le problème. L'aveu concernant la récente tentative d'empoisonnement tenait la route grâce aux témoins et aux flacons retrouvés, mais démontrer tous les empoisonnements anciens serait bien plus ardu. La plupart des éléments matériels avaient disparu ou étaient devenus trop vieux pour livrer des résultats fiables. En l'écoutant, j'ai senti mon espoir me filer entre les doigts, comme un ballon qui perd son air, mais elle s'est empressée de préciser que les faits actuels étaient assez graves pour que la justice prenne l'affaire au sérieux. On peut monter un dossier sur la répétition des faits si on joue bien avec ce qu'on a-t-elle ajouté. J'ai alors rapproché mon siège, les mains crispées sur le rebord de la table. Il fallait qu'elle sache pour le chien. Elle n'a pas quitté mon visage des yeux pendant que je lui racontais comment Lilith avait avoué l'avoir étranglée avant de me faire douter de ma propre mémoire. Le visage de l'inspectrice s'est fermé, sa mâchoire s'est contractée. « Vous accepteriez qu'on exhume ses restes pour une autopsie vétérinaire ?» m'a-t-elle demandé. Ainsi, un expert pourrait confirmer la strangulation si les traces étaient encore exploitables. Cela renforcerait les aveux et appuierait ce schéma de cruauté. L'idée de perturber la tombe de mon chien me serrait le cœur, mais il avait droit à la justice lui aussi. J'ai donc accepté sans hésiter. Elle a hoché la tête, notant tout soigneusement dans son carnet. Puis elle m'a promis d'organiser l'exhumation et de me tenir informé de la suite. Ce serait une question de semaines, le temps de tout coordonner, mais elle allait s'en charger. À la sortie du commissariat, je me sentais vidé, épuisé jusque dans les os. Je suis parti directement chez mon oncle Julian, où toute la famille s'était déjà réunie. Tout le monde voulait revenir sur ce qui s'était passé et réfléchir à la suite. Nous étions installés autour de la grande table de la salle à manger, un reste de café et le gâteau de mon anniversaire oublié au milieu. Ce gâteau d'une fête qui, finalement, n'avait jamais eu lieu. Certains ont commencé à parler de la presse, inquiets de l'image publique et de la procédure, du regard du voisinage. Ma cousine Miranda n'en démordait pas. Selon elle, tout cela allait détruire la réputation de la famille. L'oncle Julian l'a coupé d'un ton sec. Sa voix s'est faite tranchante tandis qu'il se penchait en avant. Protéger Sophie et obtenir réparation pour ce qu'on m'avait infligé comptait bien plus que les ragots du quartier. Un silence s'est installé d'un coup. Tante Natacha m'a pris la main et l'a serrée fort. Nous sommes tombés d'accord, tous ensemble. La priorité, c'était Sophie. Elle ne devait surtout pas être obligée de témoigner si cela devait la blesser davantage, même au prix d'un dossier affaibli. Chacun a acquiescé, la tension s'est un peu dissipée et nous avons continué à discuter plus calmement pendant 1 heure. Qui serait présent aux audiences? Comment s'entraider et tenir bon dans l'épreuve qui s'annonçait? Lorsque je suis rentré chez moi, il était largement passé minuit. J'ai tenté de dormir, sans parvenir à calmer mon esprit, qui tournait en boucle sur chaque détail des aveux de Lilith. La soupe à la tomate de mes 16 ans, l'opération pour les dents de sagesse qui, en fin de compte, n'avait rien d'un accident, les shakes protéinés du petit déjeuner dont je pensais qu'ils me faisait du bien. Un à un, j'ai relié ses souvenirs à ses paroles, réalisant combien de fois je m'étais fait porter le chapeau pour ce qu'elle avait commis. Les crises d'angoisse ont commencé vers 2 heures du matin. Mon cœur battait à tout rompre et j'avais du mal à respirer. Je me suis levé pour vérifier la serrure de la porte d'entrée, puis encore et encore. Toutes les 20 minutes, je refaisais le tour de l'appartement pour m'assurer que tout était fermé, persuadé que Lilith pouvait surgir à tout moment, malgré l'ordonnance d'éloignement. Mes mains tremblaient lorsque je tournais le verrou pour la 10e fois. Vers 3 heures, j'ai fini par me dire qu'il me fallait de l'aide, une vraie aide. Je ne pouvais pas m'en sortir seul. J'ai envoyé un message à Chiamus pour savoir s'il connaissait un thérapeute spécialisé dans les traumatismes. Il m'a répondu dans la foulée, alors qu'il faisait nuit noire, me donnant 2 contacts sérieux, tous les 2 compétents sur l'addiction et le trauma. J'ai noté leurs coordonnées et j'ai fini par m'assoupir sur le canapé, toutes les lumières allumées. 3 jours plus tard, je me retrouvais assis dans le cabinet d'une thérapeute à remplir les papiers d'accueil. Antonia Seo, que Chiamus recommandait vivement, avait un bureau chaleureux et baigné d'une lumière douce, avec des plantes au rebord de la fenêtre. Elle m'a invité à m'installer en face d'elle et en la regardant, la quarantaine, cheveux courts et regard gentil, je me suis senti un peu rassuré. Elle m'a questionné en détail sur mon passé et mes symptômes. Je lui ai parlé de l'addiction, de mon année d'abstinence, des aveux de Lilith, de l'enquête, de mes crises d'angoisse, de cette peur qui ne me quittait plus. Elle écoutait, attentive, prenant des notes sur sa tablette sans jamais m'interrompre.
Au bout d'une quarantaine de minutes, elle m'a expliqué sa manière de travailler. 2 objectifs. D'abord apprendre à poser des limites saines pour me protéger émotionnellement, puis me préparer à témoigner sans craquer devant le tribunal. Elle m'a parlé du risque de dissociation ou d'être submergé par l'émotion en cas de traumatisme, et de l'importance de s'exercer à rester ancré dans le présent pour rester crédible. Je suis reparti de chez elle avec un sentiment qui m'avait échappé depuis longtemps. Un peu d'espoir peut-être, ou simplement le soulagement d'être enfin compris. J'ai pris rendez-vous pour un suivi hebdomadaire, et sur le chemin du retour, je me suis dit que j'avais peut-être une chance de traverser tout ça sans mettre ma sobriété en péril, ni perdre la tête. La semaine suivante, l'inspectrice Marston m'a appelé pour me dire qu'elle avait organisé une rencontre avec le procureur, Julian Beck, substitut du procureur. Nous nous sommes retrouvés dans son bureau en centre-ville, dans un immeuble qui sentait le café froid et le détergent. Beck était plus jeune que je ne l'aurais cru, à peine la trentaine, des lunettes et toujours tiré à 4 épingles. Il m'a serré la main avant de m'indiquer une chaise en face de son bureau, puis il a commencé à poser des questions qui n'étaient pas faciles. Face à ce que je ne tenais que par les aveux de Lilith, que pouvais-je bien prouver? Quelles preuves concrètes existait-il vraiment? Qui avait vu quelque chose de ses propres yeux et qui ne savait ce qui s'était passé que par ouï-dire, après coup? J'ai répondu avec toute la sincérité dont j'étais capable. Il a écouté, a pris des notes, sans jamais laisser transparaître la moindre émotion. Après 1 heure, il s'est renversé contre son dossier et m'a expliqué que le flacon de comprimé retrouvé, ainsi que les témoignages réunis, constituaient, selon lui, un solide dossier pour tentative de distribution. Pour cette accusation, l'affaire tenait la route. Pour les faits d'empoisonnement passés en revanche, tout dépendrait d'autres éléments. Trop de temps avait passé. Les substances n'étaient de plus détectables dans mon organisme. Les aliments concernés n'existaient plus. Il restait l'aveu de Lilith. Mais ce n'était sans doute pas suffisant. J'ai apprécié son honnêteté, même si, au fond, ce n'était pas ce que j'aurais voulu entendre. Au moins, il ne me faisait aucune promesse en l'air. Le lendemain, je me suis rendu au tribunal pour demander une prolongation de l'ordonnance d'éloignement, car la mesure d'urgence arrivait bientôt à son terme. J'avais préparé des copies du rapport de police et les attestations de membres de la famille présents lors de la confession. Mon avocate m'a rejoint sur place. Nous avons passé plus de 2 heures à consigner noir sur blanc chaque interaction que j'avais pu avoir avec Lilith. Des textos où elle cherchait à reprendre contact, des mails au sujet de réunions de famille, des messages vocaux qui, sur le moment, semblaient banals mais paraissaient aujourd'hui manipulateurs avec du recul. Mon avocate a tout rassemblé dans un dossier, puis m'a aidé à remplir la requête. L'agent d'accueil au guichet a vérifié les pièces, a fixé une date et réservé une audience dans 2 semaines, me conseillant de consigner par écrit la moindre tentative de contact de Lilith. En cas de violation de l'ordonnance, il fallait prévenir la police immédiatement et tout documenter. Je suis ressorti du tribunal, le dossier plein de documents et d'instructions, avec des mains étonnamment plus stables que les jours précédents. 2 semaines après l'ouverture de l'enquête, l'inspectrice Marston m'a appelé avec des nouvelles. Ils avaient perquisitionné chez Lilith et saisi plusieurs boîtes de médicaments, parfois délivrées à d'autres noms que le sien, ainsi que des documents financiers et son ordinateur. Au téléphone, Marston restait prudente, mais on sentait une pointe d'optimisme. Certains médicaments ne correspondaient à aucune ordonnance au nom de Lilith. Des flacons portaient à celui d'autres personnes et les relevés bancaires attestaient de mouvements suspects autour du décès de ma grand-mère. D'importantes sommes avaient circulé entre les comptes avant et après que ma grand-mère ait tout légué à Lilith. J'ai senti soudain une chape de plomb se soulever dans ma poitrine, entre soulagement et reconnaissance, avec l'impression qu'enfin, on prenait au sérieux mes accusations et qu'on découvrait de vraies preuves. Marston m'a prévenu que l'analyse de l'ordinateur prendrait encore plusieurs semaines, car ils cherchèrent des recherches liées aux médicaments, à des méthodes d'empoisonnement ou des échanges avec son cousin, le chirurgien dentiste, tout élément qui pourrait établir le schéma qu'elle avait reconnu. Je l'ai remercié, puis j'ai raccroché, pour la première fois convaincu que la machine judiciaire pouvait fonctionner. Quelques jours plus tard, Sophie a fait sa déposition auprès de l'inspectrice Marston, en présence de l'oncle Julian et d'une intervenante spécialisée venue la soutenir. Marston m'a rappelé ensuite pour faire le point. Sophie a confirmé avoir vu à plusieurs reprises sa mère écraser des comprimés et les mélanger à la nourriture, Lilith lui répétant toujours qu'il s'agissait de vitamines ou de compléments bons pour ma santé. Sophie la croyait, comme il se doit à cet âge. Elle n'était qu'une enfant, persuadée de voir sa mère veiller sur son demi-frère. Marston m'a dit que Sophie était bouleversée, déstabilisée par tout ce qu'elle avait découvert, mais que l'enquêtrice avait été d'une grande douceur et avait su obtenir les informations nécessaires sans la brusquer. J'étais soulagé de savoir qu'on veillait sur elle, qu'elle était protégée tout au long de cette épreuve. Elle avait fait preuve de plus de courage que bien des adultes à sa place. Il faut avoir une sacrée force pour oser dénoncer sa propre mère. J'ai envoyé un message à l'oncle Julian pour le remercier d'avoir accompagné Sophie. Il m'a répondu qu'elle tenait le coup, même si les cauchemars revenaient la hanter. Nous devions la soutenir à tout prix,
chacun à notre façon. L'exhumation a eu lieu à la fin de la 2e semaine, mais je n'ai pas eu la force d'y assister. La détective Marston m'a appelé pour m'informer que les prélèvements seraient confiés à un vétérinaire pathologiste spécialisé afin de savoir enfin ce qui lui était arrivé. L'attente des résultats allait durer encore quelques semaines, voire 1 mois ou plus selon la charge du laboratoire. Mais le simple fait de savoir qu'une vraie enquête était en cours me soulageait déjà. La culpabilité qui me pesait depuis 1 an commençait peu à peu à changer de nature. Elle ne disparaissait pas, mais je la sentais moins envahissante, presque plus légère. Je me suis dit que si la preuve était faite que je n'étais pour rien dans sa mort, je pourrais peut-être un jour me pardonner. Ce soir-là, je me suis replongé dans les photos de lui que j'avais gardées sur mon téléphone. Ses yeux bruns, ses oreilles tombantes, la façon dont il venait poser sa tête sur mes genoux quand la journée avait été trop dure. Lilith me l'a enlevé, m'a fait croire que j'étais un monstre. C'était presque pire que s'il avait été tué devant moi. La semaine suivante, j'ai rencontré la personne chargée d'accompagner les victimes, Judy Caldern, attachée au service du département, dont le bureau, près du tribunal, regorgeait d'affiches sur les violences conjugales et les droits des victimes. Judy a pris le temps de m'expliquer tout le déroulé du processus judiciaire, des premières comparutions à l'éventuel procès, en passant par les audiences préliminaires. Elle m'a mis en relation avec des aides pour les frais médicaux et un soutien psychologique. Elle a bien détaillé mes droits. Je pourrais faire une déclaration sur l'impact des faits si on aboutissait à une condamnation, et je serais informé de chaque audience et du moindre changement concernant Lilith. J'aurais le droit de m'exprimer. Nous avons passé près d'1 heure à établir un plan de sécurité en cas de violation de l'ordonnance, lieu où me rendre, personnes à contacter, preuves à rassembler. Judy m'a donné son numéro direct, m'assurant que je pouvais l'appeler à tout moment. Savoir qu'une personne était vraiment là pour m'aider à traverser ce parcours m'a rendu un peu de sérénité. J'ai commencé à croire que j'aurais la force d'aller jusqu'au bout. Dès la 3e semaine, mon téléphone ne cessait de vibrer. D'anciens camarades de lycée, dont je n'avais plus entendu parler depuis 5 ans, se sont soudain remis à m'envoyer des messages juste pour prendre de mes nouvelles. Des voisins presque inconnus me guettaient sur le parking, l'air soucieux. Apparemment, le cousin de quelqu'un travaillait au tribunal, et la nouvelle de l'arrestation de Lilith avait vite circulé. J'ai revu Judy qui s'est installée en face de moi avec son carnet ouvert. Elle m'a conseillé de prendre les devants sur ce qu'on disait à mon sujet, histoire de ne pas laisser les rumeurs tout envahir. Je pouvais choisir mes interlocuteurs et décider de ce que je voulais partager. J'ai préféré rester simple. À mes amis proches, j'ai livré l'essentiel, qu'une enquête était en cours et que je collaborais avec la police. Les autres ont simplement reçu un message expliquant que je ne pouvais pas parler d'une affaire en cours. Savoir exactement comment réagir et ne plus répondre au cas par cas m'a soulagé. 3 jours plus tard, la détective Marston m'a rappelé à propos du chirurgien dentiste. Elle avait retrouvé le fameux cousin de Lilith, celui qui m'avait arraché les dents de sagesse, et venait de l'interroger. Dès qu'elle a mentionné mon nom et la date de l'intervention, il s'est immédiatement retranché derrière la procédure, assurant avoir tout fait dans les règles et affirmant que d'éventuelles complications faisaient partie des risques opératoires. Marston l'a trouvé louche. En général, les médecins prennent le temps d'étudier les dossiers s'il y a un problème, mais lui a tout rejeté d'office avant même d'être accusé de quoi que ce soit. Elle s'apprêtait à vérifier ses dossiers opératoires, ainsi que son historique professionnel pour repérer d'autres plaintes ou un taux anormal de complications. J'ai senti la colère monter, pensant que ce type avait pu me blesser exprès à la demande de Lilith, mais j'ai quand même essayé d'aider Marston à reconstituer les faits. Je lui ai détaillé le début de la douleur, la durée de ma souffrance et les médicaments qu'on m'avait prescrits. Elle a tout noté dans son énorme dossier. Le lendemain, j'ai demandé au cabinet dentaire une copie complète de mon dossier. La secrétaire ne comprenait pas pourquoi je tenais à récupérer un dossier aussi ancien, mais elle s'est exécutée. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une grande enveloppe contenant tous mes comptes rendus de chirurgie et de suivi. J'ai tout étalé sur ma table de cuisine et me suis plongé dans la lecture. L'opération avait bien été réalisée par le cousin de Lilith, comme elle l'avait dit. Les notes faisaient état de complications pendant la chirurgie, avec des lésions au nerf lingual, mais le praticien en rejetait la faute sur ma morphologie. J'ai cherché les statistiques habituelles en ligne. Moins de 2% des extractions de dents de sagesse provoquent ce genre de séquelles. La douleur durable que j'ai endurée n'avait rien de normal. La détective Marston est venue chez moi pour tout passer en revue avec moi. Elle a photographié chaque page pour le dossier. Selon elle, l'ensemble des documents montrait bien une tendance nette. Lilith se servait des contextes médicaux pour me rendre accro aux antidouleurs. C'était un sabotage de ma santé, parfaitement orchestré et documenté noir sur blanc. Les documents des soins palliatifs de ma grand-mère sont arrivés après une demande officielle de Marston à l'établissement. Elle m'a proposé de venir les consulter à son bureau. Ces dossiers retraçaient l'administration de morphine durant sa dernière semaine. On y voyait des pics inexpliqués, à des heures improbables comme 3 heures du matin, hors de toute routine normale, ainsi que des zones d'ombre, certaines doses n'étant pas répertoriées alors qu'elles auraient dû l'être. Le visage de Marston s'est refermé à la lecture. Elle m'a expliqué qu'encore faudrait-il un témoin ou un aveu pour réussir à faire reconnaître que Lilith avait tué ma grand-mère.
Trop de temps s'était écoulé, le personnel avait changé, et bien trop de gens avaient pu accéder au chariot de médicaments. Malgré tout, ces dossiers révélaient plusieurs anomalies dans les derniers jours de ma grand-mère, offrant un faisceau d'indices même si l'intention restait indémontrable. Ensuite sont arrivés les relevés bancaires obtenus grâce à une commission rogatoire. 2 semaines avant sa mort, ma grand-mère avait transféré la totalité de ses biens à Lilith. La chronologie était pour le moins troublante, sachant qu'elle était alors en soins palliatifs depuis plus d'1 mois. Pourquoi tout céder brusquement, si près de la fin? La signature de ma grand-mère figurait sur les documents, mais elle semblait hésitante, presque illisible. Marston a apporté ces éléments au bureau du substitut du procureur Beck, et je l'ai accompagné. Beck a étalé tous les papiers sur son bureau, les a scrutés longuement, puis a confirmé que le mobile financier de Lilith ressortait clairement. Plus de 400 000 € d'héritage, entre la maison et les économies, dont elle avait pris le contrôle juste avant la mort de ma grand-mère. Mais il a ajouté que le mobile ne suffisait pas. Il fallait une preuve que Lilith était bien responsable du décès. Les mouvements bancaires donnaient un fil conducteur, mais ne valirent pas preuve de meurtre. J'ai donc commencé à me préparer à témoigner devant le grand jury la semaine suivante. Beck a programmé 3 séances pour me coacher sur la présentation de mon témoignage, m'expliquant que c'est le grand jury qui déciderait s'il y avait matière à inculper Lilith. Mon rôle serait d'être irréprochable, crédible et factuel. Tu dois t'en tenir strictement à ce que tu as réellement vu, m'a-t-il conseillé. Ne formule pas d'hypothèses. Nous avons simulé des interrogatoires agressifs. Beck jouait un juré sceptique qui me demandait, par exemple, pourquoi je n'avais rien dénoncé plus tôt ou pourquoi j'avais continué d'accepter à manger de Lilith malgré mes soupçons. L'exercice était éprouvant, mais il m'a aussi donné confiance. J'ai appris à prendre une respiration avant de répondre, au lieu de réagir à chaud. Je me suis entraîné à garder une voix calme, même en abordant les souvenirs difficiles. Beck me trouvait à l'aise, mais insistait sur la concision. Le grand jury avance vite, il faut aller droit au but. 1 semaine plus tard, Marston m'a appelé avec des informations sur le dossier médical de mon père. Elle avait mis la main sur les documents relatifs à la nuit où il était mort, et tout confirmait ce que Lilith avait fini par avouer. Les notes des infirmières indiquaient que j'étais passé à l'hôpital ce soir-là, vers 20h, et plusieurs membres du personnel avaient noté que j'avais l'air ivre et que je m'exprimais difficilement. L'une d'elles avait écrit que je parlais de façon pâteuse, peinant à marcher droit. Une autre avait précisé que j'étais visiblement effondrée, mais incohérente. Tout correspondait parfaitement à l'idée que Lilith avait bel et bien drogué mon café avant ma visite à mon père. On m'avait empoisonné, et tout le monde avait pensé que j'étais simplement sous l'emprise de substances. Lire ces lignes, c'était comme recevoir un coup en pleine poitrine. Le personnel médical avait été présent pour les derniers instants de mon père, convaincu que je préférais la drogue à un dernier au revoir, et cela figurait désormais noir sur blanc dans ces dossiers qui me suivraient toujours. J'ai fini par fuir le bureau de Beck, submergé par les larmes, et j'ai passé 1 heure entière immobile dans ma voiture sur le parking à essayer de retrouver mon souffle. La honte de cette nuit-là ne m'avait jamais quitté. Maintenant, je savais que je n'y étais pour rien, mais le mal était fait. 2 jours plus tard, Beck m'a rappelé. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Il m'a expliqué qu'il n'envisageait aucune poursuite pour homicide concernant mon père, ma mère ou ma grand-mère. Les preuves étaient bien trop minces. Trop de temps avait passé. Sans corps à exhumer, sans témoin ayant vu Lilith administrer quoi que ce soit, il était impossible de retenir un meurtre. L'accusation se limiterait donc à 3 points. La tentative d'apport de médicaments la soirée de l'aveu, lorsque Lilith avait débarqué chez moi avec des pilules, la maltraitance animale pour la mort de mon chien, et peut-être l'escroquerie liée à l'héritage de ma grand-mère. C'était rageant de voir Lilith échapper au pire, mais Beck m'a expliqué les limites, et j'ai dû accepter qu'il fallait s'appuyer sur ce qui tenait la route devant un tribunal. Après ça, les services sociaux ont contacté l'inspectrice Marston au sujet de Sophie. Sa mère était soupçonnée d'empoisonnement, son père absent. Une travailleuse sociale, Miranda, est venue rencontrer toute la famille chez mon oncle Julian, posant des questions sur notre façon de fonctionner et sur ceux qui pourraient offrir à Sophie un foyer stable. Julian et Natacha se sont proposés pour l'accueillir chez eux le temps qu'il faudrait. Il y avait une chambre de libre et Sophie s'y sentait déjà bien. Sur le canapé, elle paraissait toute petite, terrorisée, tiraillée entre l'envie de croire que sa mère n'était peut-être pas aussi monstrueuse que tout le laissait supposer et la dureté de ce qu'elle avait entendu ce fameux soir. Miranda lui a parlé doucement, lui demandant si elle se sentait en sécurité. Les réponses de Sophie étaient de fragiles, mais réelles. « J'aime ma maman, mais maintenant elle me fait peur », a-t-elle murmuré. Cette histoire avec les services sociaux m'a rattrapé quelques jours après. Un soir, en rentrant du travail, j'ai soudain compris que j'étais arrêté, garé sur le parking d'une pharmacie, sans même me souvenir comment j'en étais arrivé là. Les mains crispées sur le volant, j'avais du mal à respirer. L'envie de prendre des cachets me submergeait. C'était quasi tangible. Je voulais juste cet engourdissement, que mon esprit s'arrête. Je me suis figé, songeant sérieusement à entrer, à trouver n'importe quel prétexte pour obtenir une ordonnance. Je serrais mon téléphone sans l'avoir remarqué, et en panique, j'ai appelé Seamus. Il a décroché au 2e appel. J'arrivais à peine à lui expliquer où j'étais et ce que j'avais en tête. « Reste au bout du fil, j'arrive dans un quart d'heure »,
il a dit. 15 minutes plus tard, sa voiture venait se garer à côté de la mienne. Il s'est installé à côté de moi. Il est resté avec moi, m'aidant à traverser la tempête. N'oublie jamais que Lilith a passé des années à essayer de te briser. Rester sobre, c'est la plus belle preuve qu'elle n'a pas gagné. Si tu rechutes maintenant, tu lui offres exactement ce qu'elle voulait. Grâce à lui, la brume s'est un peu levée, assez pour que je reprenne le volant. Je l'ai suivi jusqu'à chez lui. On est resté dans sa cuisine à boire du café, à attendre que l'envie retombe. Il ne m'a ni jugé, ni sermonné. Il a juste été là, simplement, jusqu'à ce que je tienne debout. Le lendemain matin, dans le bureau d'Antonia, nous avons établi ensemble une liste de mesures concrètes pour que je me sente plus en sécurité. Elle a sorti un carnet, on y a noté les étapes à suivre. D'abord, bloquer le numéro de Lilith et tous ses comptes sur mes réseaux sociaux. Si Lilith veut reprendre contact, ce sera par Judy ou ton avocat, a expliqué Antonia. Comme ça, tu ne verras plus jamais son nom surgir à l'improviste, à te provoquer une crise. Je l'ai fait séance tenante, regardant son nom disparaître de mon téléphone. Ensuite, changer mes habitudes. Je fréquentais toujours les mêmes endroits aux mêmes horaires, ce qui rendait facile pour Lilith de me tomber dessus et d'enfreindre l'ordonnance de protection. J'ai donc changé d'épicerie, trouvé un nouveau café à l'autre bout de la ville, modifié mes horaires de sport. Troisième étape, installer une caméra devant la porte de mon appartement. Antonia connaissait quelqu'un qui proposait des installations bon marché et tout a été mis en place en 3 jours. Savoir que la moindre présence devant chez moi était enregistrée m'a enfin permis de dormir à nouveau. Ce n'étaient pas des exploits héroïques, mais des gestes concrets, à ma portée, qui reprenaient du sens et me faisaient sortir de ma position de victime en attendant la prochaine mauvaise surprise. 2 semaines après la mise en place de ces limites, j'ai reçu au travail une assignation. Une collègue, visiblement embarrassée, a déposé une enveloppe sur mon bureau et j'ai découvert sur le champ que l'avocat de Lilith déposait plainte contre moi pour harcèlement, m'accusant de vouloir porter atteinte à sa réputation en propageant des accusations mensongères et réclamant la levée immédiate de l'ordonnance de protection. Lire ce tissu de mensonges et de caricatures éhontées me faisait bouillonner de colère. D'après son avocat, j'aurais été une femme déstabilisée, avec un lourd passé d'addiction et de violence, qui s'en était prise à sa belle-mère uniquement parce qu'elle avait tenté de l'aider à se remettre sur pied. Ce document me dépeignait en personne instable et rancunière. Tout était inversé. J'ai appelé Judy depuis le parking et elle a tout de suite compris à ma voix affolée que quelque chose n'allait pas. Elle m'a demandé de venir directement à son cabinet et à peine arrivée, elle a parcouru la requête avec la plus grande attention. D'un ton posé, elle m'a expliqué que c'était une manœuvre de défense extrêmement classique, conçue pour intimider la victime et semer la confusion. Elle avait vu ce genre de procédé des dizaines de fois. Leur but était clair, me faire sentir agressé et effrayé, m'inciter à abandonner. Mais nous disposions du rapport de police, où figuraient les propos exacts tenus par Lilith ce soir-là, ainsi que des dépositions de plusieurs membres de la famille ayant entendu sa confession. Judy m'a assuré qu'il n'y avait aucune chance que la requête aboutisse. L'audience était fixée à la semaine suivante. Judy a aussitôt contacté l'adjointe du procureur Beck pour organiser la défense. Beck n'a pas traîné. Elle a déposé des dossiers solides, étayés par le rapport de police, et tous les témoignages confirmant mon récit. Elle a joint à la procédure les photos du flacon de pilule amené par Lilith et l'enregistrement fait par Julian sur son téléphone. Notre dossier était solide et Judy abordait l'audience avec confiance. Ce matin-là, le tribunal était glacial. J'attendais dans le couloir près de la salle d'audience avec l'oncle Julian et Judy. Lilith est arrivée au bras de son avocat. Elle a évité mon regard, ce qui m'allait très bien, car je n'aurais pas supporté de croiser le sien non plus. Une fois dans la salle, la juge a appelé l'affaire et les 2 avocats se sont levés pour présenter leurs arguments. L'avocat de Lilith s'est exprimé en premier, me présentant comme une toxicomane dangereuse, accusant Lilith par pure vengeance. Il a lourdement insisté sur mon passé judiciaire et mes anciens problèmes de drogue, comme si cela suffisait à me discréditer entièrement. Puis Ada Beck s'est levée méthodiquement et a présenté tous les éléments au tribunal. Elle a ouvert avec le rapport de police rédigé le soir de l'intervention chez moi, a détaillé comment plusieurs membres de la famille avaient entendu Lilith avouer des années d'empoisonnement systématique, puis elle a déroulé un à un les témoignages, prouvant que 8 personnes distinctes avaient entendu les mêmes aveux. Ensuite, elle a brandi les photos du flacon de pilule ramené par Lilith, cette preuve matérielle ayant déclenché toute l'enquête. La juge a tout écouté, attentive, questionnant la chronologie et les témoins, puis a pris le temps de lire elle-même le rapport de police, décortiquant chaque détail. Lorsqu'elle a relevé la tête, elle a rejeté sans hésiter la requête de Lilith, déclarant clairement que les preuves réunies justifiaient la crainte raisonnable et que l'ordonnance de protection demeurerait pleinement en vigueur. Lilith est devenue cramoisie et a marmonné quelque chose à l'oreille de son avocat, le visage fermé de colère. J'ai ressenti un immense soulagement. Voir que, parfois au moins, le système pouvait fonctionner me bouleversait presque. La juge n'était pas dupe des mensonges de Lilith et l'ordonnance la tenait loin de moi. 5 semaines après l'exhumation du corps de mon chien, la détective Marston m'a appelé au travail. Je me suis éclipsé sur le parking pour répondre et elle est allée droit au but. La vétérinaire légiste avait terminé son analyse et relevé des traces en parfaite cohérence avec une strangulation par ligature. L'os hyoïde montrait des lésions typiques d'un étranglement. Les tissus mous le confirmaient.
Avec prudence, la détective m'a expliqué que le rapport ne pouvait être formel, vu le temps passé et l'état de décomposition, mais tout concordait et validait l'aveu de Lilith concernant la strangulation. Là, sur le bitume derrière mon bureau, j'ai éclaté en sanglots. Au bout du fil, Marston a patienté, sans chercher à meubler le silence ou à me rassurer platement. Quand j'ai réussi à reprendre mes esprits, je l'ai remerciée d'avoir tenu à cette exhumation. Elle m'a dit qu'elle était soulagée d'avoir pu apporter cette preuve, parce que cela prouvait qu'en aucune manière, je n'étais responsable de sa mort, qu'il avait bel et bien été victime de la cruauté de Lilith, et non de ma négligence. Cette reconnaissance comptait énormément pour moi. Pendant 1 an, j'avais vécu avec le sentiment déchirant d'avoir pu tuer mon chien lors d'une crise d'amnésie. Désormais, je savais la vérité. C'était douloureux, bien sûr, mais au moins je n'avais pas sa mort sur la conscience. 3 jours après la remise du rapport vétérinaire, la détective m'a rappelé avec des nouvelles encore plus fortes. Le parquet venait de mettre Lilith en examen. Elle m'a lu la liste au téléphone et j'ai perçu une note de satisfaction dans sa voix. Tentative de diffusion de substances contrôlées pour avoir apporté les pilules chez moi. Cruauté animale ayant entraîné la mort sur la base de l'analyse vétérinaire et des aveux de Lilith. Fraude sur les documents de succession et sur la façon dont Lilith avait mis la main sur l'héritage de ma grand-mère. À chaque nouveau chef d'inculpation, j'avais le sentiment que la justice commençait enfin à se mettre en marche. Je ressentais un mélange de soulagement, de gratitude, mais aussi un peu de frustration, car ces poursuites ne couvraient pas tout ce que Lilith m'avait infligé toutes ces années. Rien sur les empoisonnements ayant ruiné ma santé, ni sur les fausses accusations ayant brisé ma carrière d'infirmière, ni sur la disparition de mon père ou de ma grand-mère. Mais au moins, elle allait devoir répondre de ses actes. Marston m'a précisé qu'il était quasiment impossible de remonter jusqu'aux anciens empoisonnements sans preuves concrètes et que les homicides étaient trop difficiles à démontrer pour des poursuites. Les 3 chefs retenus constituaient des délits graves et reposaient sur des preuves indiscutables, suffisantes pour entraîner une réelle peine de prison. L'audience préliminaire a eu lieu la semaine suivante. Je me suis installé dans le public, aux côtés de ma tante Natacha. Lilith se tenait devant la juge, en combinaison orange, méconnaissable, bien plus fragile qu'autrefois. Son avocat a plaidé non coupable pour les 3 chefs, sans surprise. La juge a repris 1 à 1 les chefs d'accusation et le dossier préparé par l'adjointe du procureur Beck, puis elle a fixé la caution à 50 000 $. Je croyais qu'elle resterait en garde à vue un moment, mais la famille de Lilith a immédiatement réglé la caution. À peine 2 heures plus tard, elle quittait déjà le tribunal, habillée comme tout le monde. Je l'ai vue franchir les portes principales, accompagnée de sa sœur et de son avocate, et même si je savais que l'ordonnance de protection tenait toujours, qu'elle n'avait pas le droit de m'approcher, mon cœur s'est serré. La voir libre, simplement déambuler, suffisait à ranimer ce sentiment d'insécurité au fond de moi. Judy m'a rappelé que, pour des délits non violents, la liberté sous caution était la règle et que Lilith devrait porter un bracelet GPS avec des règles très strictes. Mais la raison ne suffisait pas à calmer mon angoisse. Ce week-end-là, toute la famille s'est retrouvée chez l'oncle Julian pour faire le point sur la présence au tribunal et trouver comment s'organiser pour se soutenir mutuellement. On s'est installé autour de la grande table et on est vite tombé d'accord. La procédure allait durer longtemps, des mois, peut-être 1 an, et il faudrait apprendre à tenir sur la durée, à ne pas s'épuiser trop vite. Un vrai marathon, pas un sprint. L'oncle Julian a proposé qu'on se relaie pour venir aux audiences, histoire que je n'ai jamais à y aller seul, mais sans que cela tombe toujours sur la même personne. Tante Natacha a aussitôt sorti son agenda. On a noté toutes les prochaines dates d'audience qu'Adabek nous avait communiquées et chacun s'est porté volontaire selon ses disponibilités. Ma cousine Sarah a pris la première audience, l'oncle Julian la conférence préparatoire et tante Natacha a déclaré « Le jour du procès, qu'il arrive ce qu'il arrive, je serai là ». On s'est aussi engagé à prendre régulièrement des nouvelles les uns des autres pour ne pas porter ce stress à huis clos et un groupe de discussion a été créé rien que pour les échanges autour du tribunal et des démarches pour que personne ne se sente isolé. Avoir cette organisation, ce système de soutien, ça m'a soulagé d'un poids. Le lundi matin, il a fallu affronter un autre moment délicat, expliquer la situation à mon patron. Je me suis installé dans son bureau, bien décidé à rester discrète sans cacher le nécessaire. Je lui ai simplement dit que j'étais impliqué dans une procédure pénale en tant que victime et qu'il me faudrait un emploi du temps flexible ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. Il a voulu en savoir plus sur la nature de l'affaire. J'ai dû lui confier qu'il s'agissait de ma belle-mère, poursuivie pour des accusations d'agression et d'escroquerie. J'ai vu son visage se fermer petit à petit pendant que je parlais. Il est resté parfaitement courtois, m'a assuré que l'entreprise ferait tout son possible pour s'adapter à ma situation et me donner le temps qu'il fallait. Mais dans ses yeux, j'ai perçu un léger changement. À partir du moment où il a découvert mon passé d'addiction et mon implication dans une affaire judiciaire, un soupçon de distance s'est installé. Le stigmate était là, même s'il s'efforçait de rester bienveillant. Après cette discussion, il a commencé à m'éviter, passant devant mon bureau sans plus s'arrêter comme avant, et la semaine suivante,
Il a organisé un déjeuner d'équipe sans m'y convier. Il a bien fallu accepter que, pour certains, quoi que je fasse, je resterai toujours associé à mes erreurs passées, aussi longtemps que je serai sobre ou aussi fort que j'ai pu reconstruire ma vie. C'était douloureux, mais il n'était pas question de baisser les bras pour autant. Mes séances de thérapie avec Antonia ont alors pris une autre tournure, entièrement consacrée à la préparation de mon témoignage. Elle m'a expliqué que je devrais apprendre à raconter mon histoire à la barre sans me dissocier ni laisser mes émotions me submerger au point de perdre toute crédibilité. Nous avons travaillé différentes techniques pour m'ancrer dans la réalité, comme bien sentir mes appuis au sol ou focaliser sur ma respiration. Elle m'a installé sur une chaise, comme à la barre des témoins, et s'est mise à me poser des questions. Au début, je m'effondrais, je fondais en larmes ou je perdais mes moyens dès qu'elle abordait certains sujets sensibles comme le chien ou mon père, mais à force de répétition, j'ai fini par réussir à répondre en restant à la fois claire et présente. Antonia m'a bien martelé qu'avoir de l'émotion ne me desservirait pas forcément, que cela pouvait même rendre mon témoignage plus humain, mais que je devais malgré tout garder assez de recul pour ne pas me laisser manipuler si jamais l'avocat de la défense décidait de m'attaquer violemment. Elle m'a averti que la moindre faille serait exploitée, surtout en ce qui concerne mon passé d'addiction et mon casier. On a donc préparé ensemble des réponses pour éviter que je me mette sur la défensive ou que je perde pied. Elle m'a appris à marquer une pause avant de répondre, à temporiser, à reconnaître la question sans me laisser atteindre. Cette préparation, aussi rude qu'essentielle, s'est étalée sur plusieurs semaines. 2 mois après le début de l'enquête, Adabek m'a appelé au sujet de nouvelles preuves extraites des relevés téléphoniques de Lilith. Grâce au mandat, elle avait pu consulter ses messages et y avait trouvé des échanges suspects avec une personne à propos de médicaments délivrés sur ordonnance. La formulation était toujours assez vague pour maintenir l'ambiguïté, mais dans le contexte, cela jouait clairement contre Lilith. Les messages faisaient allusion à « la même chose que d'habitude » ou « comme la dernière fois », sans jamais nommer explicitement les médicaments. Mais à chaque discussion, succédaient des paiements Venmo, parfaitement synchronisés, signe que de l'argent circulait après chaque contact. Beck m'a confié qu'elle restait prudente, mais qu'elle pensait que ces éléments appuieraient de l'idée que Lilith se procurait effectivement, et sur la durée, des substances contrôlées pour les redistribuer. Évidemment, ce n'était pas la preuve irréfutable qu'on aurait espéré puisque rien n'était formulé clairement, mais mis bout à bout, cela dressait malgré tout le portrait de quelqu'un s'approvisionnant régulièrement de pilules de façon illégale. La défense pousserait sans doute l'argument que les messages étaient anodins, mais le jury, lui, ne serait pas dupe. Beck m'a néanmoins prévenu de rester prudente et de ne pas trop m'attendre à des miracles, les preuves indirectes étant toujours à double tranchant. Mais c'était déjà un atout supplémentaire pour l'accusation. Quelques jours plus tard, l'inspectrice Marston m'a appelé avec une information qui m'a glacé le sang. Elle avait contacté toutes les pharmacies dans un rayon de 50 km et réussi à retrouver l'origine du lot du flacon que Lilith avait apporté chez moi. Les comprimés provenaient d'une ordonnance établie au nom d'une patiente âgée décédée 6 mois plus tôt. D'après les registres, le nom de la défunte figurait toujours sur la prescription et il n'y avait aucune trace d'un transfert officiel à Lilith ni à aucun membre de sa famille. L'inspectrice Marston m'a expliqué que cela voulait dire que Lilith avait soit pris ses médicaments directement chez la défunte, soit réussi à se les procurer par un autre biais, ce qui renforçait l'idée qu'elle distribuait des substances qu'elle n'était pas censée détenir. J'ai ressenti un vrai soulagement en comprenant que, cette fois, on tenait enfin des preuves solides en lien direct avec la nuit des faits. Le lendemain, j'ai passé 8 heures enfermé dans le bureau de Beck à préparer le procès, jusqu'à ce que mon cerveau soit littéralement en bouillie. Assis face à moi, carnet à la main, il n'a pas fait dans la dentelle. Il m'a conseillé « Contente-toi de rapporter ce que tu as vu ou entendu toi-même, bannis toute supposition sur les intentions de Lilith ou les éléments dont tu n'as pas connaissance, et surtout, n'invente rien et ne rajoute pas de détails, parce que la défense exploitera la moindre faille pour te décrédibiliser. » On a répété mon témoignage en boucle, Beck jouant l'avocat de la défense et multipliant les questions agressives sur mes précédentes dépendances et mon passé judiciaire. Après 6 heures à ce régime, j'arrivais enfin à exposer mon récit sans trembler, sans me braquer. Beck me faisait recommencer certaines réponses jusqu'à ce qu'elles soient vraiment claires et concises. Il martelait « Tu peux laisser transparaître de l'émotion, ce n'est pas grave, mais il faut toujours garder assez de recul pour répondre précisément. » Autant dire que cette séance m'avait vidé, mais en repartant, je me sentais mieux préparé que je n'aurais pu l'imaginer. 3 jours après, une grosse enveloppe est arrivée chez Beck, envoyée par l'avocat de Lilith. À l'intérieur, une proposition de deal pour un plaidoyer, avec, en échange d'une reconnaissance de culpabilité, une baisse des charges. Beck a aussitôt organisé une réunion de famille pour qu'on en parle et, sans surprise, les avis étaient loin d'être unanimes. 2 de mes cousins souhaitaient accepter pour éviter le stress et l'inconnu du procès. À leurs yeux, n'importe quelle condamnation valait toujours mieux que le risque d'acquittement. Mais mon oncle Julian et ma tante Natacha, eux, trouvaient au contraire que les charges retenues étaient bien trop faibles au regard de ce qu'avait fait Lilith. Je me contentais d'écouter, l'estomac noué à force d'angoisse, pendant que tout le monde débattait. Beck, égal à lui-même, a exposé calmement les arguments. Accepter le marché, c'était assurer une forme de justice et éviter tout risque devant un jury.
mais ça voulait aussi dire que Lilith risquait une peine bien plus légère que si elle était reconnue coupable au procès. Il a rappelé que dans une cour d'assises, on ne maîtrise rien et que le verdict peut être totalement imprévisible. L'offre prévoyait d'abandonner la charge pour cruauté envers les animaux et d'abaisser celle de trafic à simple détention. Rien que d'y penser, j'en avais la nausée. Lilith qui s'en sort après avoir tué mon chien, sans sanction. Cette idée me rongeait. J'ai à peine fermé l'œil de la nuit, à ressasser la décision dans tous les sens. Le lendemain, j'ai appelé Beck. Je lui ai dit de refuser l'offre telle qu'elle et précisé que, pour qu'un prochain accord soit envisageable, il fallait au minimum que Lilith reconnaisse sa culpabilité pour cruauté envers les animaux. Je ne pouvais pas supporter qu'elle ne réponde pas de l'étranglement de mon chien, ni du supplice qu'elle m'avait fait vivre en me laissant croire que je l'avais tué, à cause de mes pertes de mémoire. Toute cette torture psychologique était l'une des pires cruautés qu'elle m'ait infligées. Beck a compris mon point de vue. Il m'a assuré qu'il ferait passer le message à la défense. Il m'a averti qu'on se dirigeait sans doute vers un procès, mais il comprenait parfaitement l'importance que cette histoire avait pour moi. 2 jours après, Sophie a contacté mon oncle Julian en pleurs. Elle venait de retomber sur d'anciennes photos dans son téléphone et y avait retrouvé un cliché datant de 8 mois plus tôt, où l'on voyait le plan de travail de ma cuisine, avec ce qui ressemblait fort à des traces de poudre blanche près de ma gourde de protéines. L'horodatage correspondait précisément à l'époque où j'enchaînais les rechutes sans comprendre leur origine. Sophie a rédigé une attestation expliquant qu'elle avait pris cette photo parce que la poudre lui semblait suspecte, mais que Lilith avait balayé ses doutes en prétendant qu'il s'agissait simplement d'un complément alimentaire mal dissous. Mon oncle Julian l'a aussitôt accompagnée au commissariat, où elle a remis la photo et sa déclaration à l'inspectrice Marston. Ce dernier m'a appelé dans la soirée, précisant que la photo, à elle seule, ne constituait pas une preuve irréfutable, mais qu'elle venait s'ajouter à l'accumulation d'indices montrant que Lilith avait l'habitude de glisser des substances dans ma nourriture ou mes boissons. Chaque petite pièce venait compléter le puzzle global. J'ai éprouvé une immense reconnaissance envers Sophie, d'autant plus qu'elle avait eu le courage de revenir témoigner. J'en ai eu les larmes aux yeux. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Lilith. Le courrier prévenait qu'en cas de témoignage de Sophie au procès, il l'attaquerait sans pitié sur sa crédibilité. Le ton était froid, formel, et le message limpide. Il mettrait en avant le fait qu'elle était mineure et partiale envers sa mère, sous-entendrait qu'elle avait été influencée par la famille et insinuerait qu'elle avait tout inventé pour rester chez mon oncle Julian au lieu de rentrer chez elle. Ça m'a rendu folle de rage, mais en même temps, j'étais morte d'inquiétude pour elle. Beck m'a appelé le jour même pour en débattre. Il m'a expliqué que faire témoigner Sophie, c'était prendre le risque de la heurter profondément et que la défense ne lui ferait aucun cadeau au contre-interrogatoire. Il a rappelé que les mineurs restaient vulnérables et que certains avocats n'hésitaient pas à les bousculer pour les déstabiliser. J'étais complètement partagé. Le téléphone à la main, prise au piège entre mon désir de justice et la peur d'abîmer Sophie, qui avait déjà tant souffert à cause de sa mère. Cette nuit-là, il a bien fallu que je me décide. J'ai rappelé Beck pour lui demander de s'appuyer le moins possible sur le témoignage direct de Sophie et d'orienter notre stratégie vers des preuves matérielles, des expertises et l'audition d'adultes ayant entendu les aveux. Beck a tout de suite accepté et m'a confié qu'il envisageait précisément la même chose. Il a ajouté qu'on pourrait toujours verser la photo et la déclaration de Sophie au dossier, sans qu'elle ait à témoigner à la barre. J'ai appelé mon oncle Julian pour tout lui expliquer. Il m'a aussitôt soutenu, en me rappelant que la santé mentale de Sophie comptait plus que n'importe quelle condamnation. Je l'entendais ému au téléphone, me remerciant d'avoir pensé à elle avant tout. Le lendemain, Beck m'a présenté la nouvelle stratégie de l'accusation. L'enquête se recentrait désormais sur la tentative de trafic révélée le soir des aveux, ainsi que sur la maltraitance animale, tandis que l'accusation de fraude liée au transfert de patrimoine était pour l'instant gardée en réserve, selon l'évolution du procès. Beck m'a expliqué qu'une stratégie plus ciblée permettait de renforcer notre dossier, sans noyer le jury sous des affaires anciennes et complexes qu'il serait plus ardu de démontrer. Même si j'aurais préféré que toutes les charges soient retenues, je comprenais la logique. Il valait parfois mieux être tactique que de chercher à tout prix à tout emporter. La même semaine, j'ai rencontré une avocate spécialisée en droit des successions afin de contester le transfert de patrimoine. Elle a pris le temps d'étudier la chronologie et l'ensemble des documents que j'avais pu recueillir, puis nous avons déposé une requête civile, arguant que Lilith avait profité de l'état de santé extrêmement fragile de ma grand-mère, sous lourde médication et en fin de vie, pour obtenir ce transfert de façon abusive. L'avocate a jugé que nous disposions de solides arguments, d'autant plus dans le contexte étrange et avec les poursuites pénales en cours contre Lilith. Le tribunal a alors émis une ordonnance préliminaire gelant une partie des avoirs, le temps que l'affaire soit instruite. Cela repoussait l'audience de plusieurs mois, mais au moins Lilith ne pourrait ni dépenser, ni dissimuler ses biens durant la procédure, ce qui m'a apporté un vrai soulagement. L'argent de ma grand-mère était enfin protégé. La semaine suivante, toute la famille s'est réunie en médiation pour organiser le placement temporaire de Sophie. Une assistante sociale animait la discussion, tandis que Sophie, frêle et visiblement terrifiée, était assise entre mon oncle Julian et ma tante Natacha.
Après 2 longues heures de négociations, un accord a été trouvé. Sophie resterait chez Julian et Natasha, et Lilith ne pourrait la voir qu'en visite encadrée jusqu'à la fin de la procédure pénale. Dès que la décision a été annoncée, on a senti Sophie se détendre. Elle semblait soulagée de rester dans un environnement stable, à l'abri du chaos maternel. À la fin de la médiation, je l'ai prise à part pour qu'elle comprenne bien qu'elle n'était en rien responsable de la situation. Je lui ai dit qu'elle avait bien fait de dire la vérité, malgré la difficulté. Elle m'a serré très fort et s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Tout le poids qu'elle portait se lisait sur son visage et j'aurais tant voulu pouvoir la soulager. Je me suis contenté de lui promettre qu'elle pourrait toujours compter sur moi en veillant à ce qu'elle se sente en sécurité. 2 semaines plus tard, je me retrouvais dans la salle de conférence du tribunal aux côtés de Beck pour l'audience préliminaire. La juge parcourait des piles de dossiers alors que l'avocate de Lilith s'efforçait de limiter la liste des éléments recevables, tentant notamment d'écarter toute mention des morts de mon père et de ma grand-mère, jugeant cela trop préjudiciable puisque Lilith n'était pas inquiétée pour ces faits-là. Beck a rappelé que les aveux de Lilith révélaient un mode opératoire important pour la compréhension de son comportement, ce qui justifiait d'apporter ce contexte au débat. La juge a écouté attentivement, prenant des notes sur un carnet jaune. Au terme d'une demi-heure d'échange parfois tendu, elle a tranché. Il serait autorisé d'aborder la série d'empoisonnements dont Lilith s'était confessée, mais interdit de l'accuser formellement de ses décès sans davantage de preuves. En revanche, les membres de la famille présents lors des aveux pourraient témoigner de ce qu'ils avaient entendu. Beck n'a pas caché sa satisfaction en quittant la salle. Il estimait que cela suffisait à dessiner un portrait fidèle de Lilith devant le jury, sans prendre le risque de s'aventurer sur des terrains impossibles à prouver. Pour ma part, j'étais soulagé que l'essentiel des aveux puisse être versé au débat. Mais la semaine suivante, la défense a relancé une offensive, tentant d'exclure totalement les déclarations de Lilith, sous prétexte qu'on lui aurait extorqué des aveux sous pression et sans respect de ses droits. Beck a expliqué que l'avertissement Miranda ne concernait que la garde à vue et n'était pas applicable lors d'une discussion privée en famille. L'audience s'est tenue un jeudi matin, devant la même juge. L'avocate de Lilith a plaidé que l'environnement pesant généré par ma famille l'avait forcé à passer aux aveux, mais Beck a riposté en rappelant que Lilith était venue d'elle-même chez moi, sans la moindre menace, et avait parlé en toute liberté. La juge a statué que les propos recueillis dans une maison privée, en l'absence de garde à vue, restaient recevables, tout en restreignant les extraits de la confession que Beck pourrait utiliser au procès, pour éviter de nuire à l'équilibre des débats. Je quittais le tribunal partagé mais globalement rassuré sur la solidité de notre dossier. Cet après-midi-là, j'avais rendez-vous chez Antonia pour une séance exclusivement dédiée à la préparation du procès. Elle m'a installé dans son fauteuil et m'a demandé d'imaginer la salle d'audience, le box des témoins, puis elle m'a soumis à une série de questions pour m'y préparer. Nous avons répété diverses techniques pour garder le contrôle. Bien ancrer mes pieds au sol, focaliser sur ma respiration si l'anxiété montait. On a aussi répertorié les signaux d'alerte. Si ma poitrine se serrait, je devais ralentir et inspirer. Si mes mains tremblaient, demander de l'eau. Si mes pensées s'emballaient, faire une pause avant de répondre. Antonia m'a bien rappelé que demander une pause n'enlevait rien à ma crédibilité et qu'un peu d'émotion ne pouvait guère nuire, au contraire, cela me rendrait plus humaine aux yeux du jury. L'important restait de conserver assez de distance avec mes émotions pour pouvoir témoigner sereinement. Pendant 2 heures, nous avons répété jusqu'à ce que je sois plus confiante face à la pression. Le procès a finalement débuté lors d'un matin glacial de fin novembre, exactement 18 semaines après la nuit des aveux de Lilith. J'ai rejoint le tribunal avec l'oncle Julian et Natasha, tous les deux tirés à 4 épingles. Après avoir passé les contrôles de sécurité, nous avons pris place au fond de la salle, juste derrière la table du ministère public. Beck, habillé d'un costume sombre, portait une mallette en cuir débordant de dossiers et de pièces à conviction. Lilith, quant à elle, attendait assise à la table de la défense, menue et paraissant chétive dans une robe sobre, ses cheveux soigneusement remontés, visiblement préparés à inspirer la sympathie plutôt qu'à effrayer qui que ce soit. Le jury fit son entrée et s'installa. 12 personnes qui allaient mes devoirs trancher entre Lilith et moi décidaient à qui accorder leur confiance. Beck se leva et présenta son discours d'ouverture d'une voix calme, parfaitement maîtrisée. Il raconta la nuit où j'avais enregistré la confession de Lilith, exposant point par point les éléments retenus contre elle pour chacune des accusations. Il évita tout effet de manche et ne fit aucune promesse en l'air. Il se contenta de présenter les faits et d'annoncer l'audition de plusieurs témoins présents ce soir-là. Puis ce fut au tour de l'avocat de Lilith, qui dressa de moi le portrait d'une toxicomane peu fiable, prête à accuser les autres pour se décharger de ses propres responsabilités. Je me forçais à garder mon calme, consciente que les preuves parleraient d'elles-mêmes. Après les déclarations d'ouverture, l'accusation me fit appeler à la barre comme premier témoin. Je gagnais le box, prêtais serment, la main sur la Bible, m'engageant à dire la vérité. Beck débuta par des questions sur mon parcours et ma relation avec Lilith. J'expliquais qu'elle avait épousé mon père et était devenue ma belle-mère quand j'avais 15 ans. Nous avons abordé mon passé d'addiction et mes efforts pour m'en sortir. Beck me demanda alors de revenir sur la nuit de mon premier anniversaire de sobriété et de relater ce qu'il s'était passé lors de l'arrivée de Lilith.
J'ai décrit en détail notre conversation, en précisant à quel point je souhaitais la pousser à parler pour que ma famille sache tout. Le contre-interrogatoire de la défense fut sans concession et dura plus d'1 heure. L'avocat insista sur mes antécédents de dépendance, insinuant que tout n'était que pure invention de ma part pour éviter d'assumer mes actes. Il releva certaines incohérences dans mon récit, prétendant que mon témoignage ne méritait aucune confiance. Je me raccrochais alors aux techniques d'ancrage apprises avec Antonia, plantant les pieds au sol chaque fois que je sentais l'agression me submerger. Je me concentrais sur des réponses simples, factuelles, en évitant de me laisser emporter par l'émotion ou la confrontation. Quand il me demanda, les yeux dans les yeux, si j'avais consommé ce soir-là, je lui répondis franchement que non. J'étais sobre depuis 1 an exactement. Quand je quittais la barre, 3 heures plus tard, j'étais vidé mais fier de ne pas m'être dérobé. L'inspectrice Marston vint ensuite témoigner et expliqua au jury l'avancée de son enquête. Elle raconta comment elle avait exécuté la perquisition chez Lilith et décrit précisément tout le matériel saisi. Elle détailla la traçabilité du flacon de comprimé, son enregistrement et sa mise sous scellé. Elle parla aussi des procédures engagées pour faire exhumer les restes de mon chien et de leur transfert chez le vétérinaire légiste. L'avocat de la défense s'employa à remettre en question son travail, pointant l'absence de certaines démarches et la lenteur du traitement des preuves, laissant entendre qu'elle avait manqué de rigueur. Mais l'inspectrice Marston resta imperturbable tout au long de l'échange, expliquant que les moyens limités poussaient à prioriser les éléments les plus convaincants et que certains examens exigeaient le recours à des laboratoires spécialisés, souvent débordés. Elle était restée professionnelle, concise et fidèle aux faits, malgré la tension des 2 heures d'interrogatoire. Le vétérinaire légiste intervint le 2e jour du procès. Elle fit part de ses qualifications et de son expérience sur ce type d'inspection, puis décrivit l'arrivée du corps de mon chien et les examens méthodiques qu'elle avait réalisés. Elle distingua soigneusement ce que l'expertise permettait d'affirmer et ce qui relevait de la probabilité. Les blessures sur l'os hyoïde concordaient avec une strangulation et le schéma des lésions correspondait à des cas similaires déjà observés. Elle reconnut cependant que l'état de décomposition limitait la certitude de ses conclusions. L'avocat de la défense la pressa longuement sur le mot « cohérent », obtenant qu'elle concède qu'il ne signifiait pas « prouvé hors de tout doute ». Elle admit que d'autres hypothèses restaient envisageables, même si elles lui semblaient peu probables. En observant les jurés pendant sa déposition, je perçus un mélange de sympathie et de dégoût sur leur visage. Plusieurs d'entre eux adressèrent à Lilith des regards sans équivoque lorsque la vétérinaire détailla les blessures infligées au chien. Cela me donna l'impression qu'ils commençaient à saisir la gravité de ses actes. Après 3 jours d'audience, les 2 parties présentèrent leur plaidoirie. Beck reprit toutes les preuves avec méthode, rappelant au jury les témoignages sur les aveux de Lilith. La défense tenta de leur faire croire que les confessions avaient été arrachées sous pression et que je n'étais pas une source fiable. À 14 heures, le jury reçut l'affaire et disparut en salle de délibération pour 6 longues heures. Nous sommes restés dans une petite pièce au bout du couloir, à attendre, presque sans parler, tandis que le temps semblait s'étirer à l'infini. Finalement, l'huissier annonça que le jury était prêt à rendre son verdict. Nous avons rejoint la salle d'audience et nous sommes levés à l'entrée du jury. Le président remit un papier à la juge qui le lut longuement, puis d'une voix ferme prononça les verdicts. Coupable de cruauté envers un animal. Coupable de tentative de diffusion. Non coupable pour les chefs d'empoisonnement, faute de preuves formelles. Je fus submergé par un mélange surprenant de soulagement et de frustration. Beck se pencha vers moi pour murmurer que 2 condamnations pour crime, c'était déjà conséquent, et que ça entraînerait forcément des suites importantes. J'acquiesçais, même si j'avais du mal à accepter que Lilith ne réponde pas pleinement de tous ses actes. Les 2 semaines suivantes, j'ai travaillé avec Judy à la rédaction de ma déclaration de victime pour l'audience du prononcé de la peine. Nous avons multiplié les versions pour trouver le ton juste, afin d'exprimer l'ampleur des dégâts causés par Lilith, sans basculer dans la rancœur ni l'exagération. J'ai raconté l'année entière passée à porter le poids d'avoir cru tuer mon propre chien. J'ai évoqué les soucis de santé persistants dus à l'empoisonnement et parlé des relations que ces manipulations et ces mensonges avaient irrémédiablement brisées. Judy m'a aidé à éliminer tout ce qui sonnait trop émotionnel ou accusateur. Antonia m'a fait répéter la lecture encore et encore pour que je puisse l'énoncer d'une voix ferme et posée. Nous avons peaufiné le rythme et l'intonation pour convaincre sans paraître en colère. Le but était de montrer au jury le véritable coût humain des actes de Lilith sans se laisser emporter. L'audience de condamnation s'est tenue 3 semaines après le verdict, par un matin de décembre gris et morose. La salle était bondée, remplie de proches et de quelques journalistes attirés par la médiatisation de l'affaire. L'avocat de Lilith a demandé une simple mise à l'épreuve, insistant sur son casier vierge et l'absence de dangerosité. Beck, de son côté, n'a pas manqué de rappeler la gravité et la préméditation des faits. Lorsque la juge m'a interrogé sur ma volonté de lire ma déclaration, je me suis levé, les jambes tremblantes. D'une voix posée, j'ai raconté comment la cruauté de Lilith avait bouleversé chaque aspect de ma vie. J'ai exprimé la culpabilité et la honte qui m'ont rongé, persuadé d'avoir causé la mort de mon chien. J'ai aussi parlé des problèmes de santé persistants après des années d'empoisonnement, de la carrière envolée, des liens détruits. À la fin de mon témoignage, la juge m'a remercié et a suspendu brièvement l'audience pour délibérer.
Une demi-heure plus tard, elle est revenue annoncer la sentence. 18 mois de prison, assortie de 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve, interdiction définitive de posséder des animaux, interdiction de m'approcher au-delà de la peine, remboursement de mes frais de soins vétérinaires, mais rien pour les dommages liés à l'empoisonnement ancien. Beck m'a soufflé doucement que, vu les circonstances, aller en prison était déjà une sanction lourde. Il a ajouté que cette condamnation la poursuivrait longtemps lors de chaque recherche d'emploi ou de logement. J'ai quitté le tribunal avec un sentiment d'apaisement plutôt que de victoire, consciente que c'était sans doute la forme de justice la plus aboutie possible. Au bureau du notaire, l'odeur de vieux papiers et de café froid régnait. Elle a dispersé les documents de succession sur son bureau et a tapoté de son stylo l'ordonnance de gel des avoirs. 40% du patrimoine de ma grand-mère était ainsi bloqué en attendant l'audience prévue dans 6 mois. Elle m'a expliqué que prouver l'abus de faiblesse serait difficile, mais pas impossible, surtout depuis la condamnation de Lilith pour fraude. Elle m'a prévenu que la procédure risquait de durer des années. Peut-être récupérerais-je une partie de la succession, peut-être pas. Mais au moins, Lilith ne pourrait plus tout dilapider tant que le dossier traînerait au tribunal des successions. J'ai signé les papiers qu'elle me tendait, avec la sensation d'endosser un fardeau trop lourd et sans endroit où le déposer. 1 mois après la condamnation, la fatigue m'a frappé de plein fouet, comme un coup de massue. Un matin, il m'a été impossible de sortir du lit. Mon corps semblait de plomb. J'ai ressenti comme une oppression, la certitude accablante. Mon père et ma grand-mère avaient été tués, et Lilith ne paierait jamais vraiment les conséquences de ses actes. La justice avait fait ce qu'elle pouvait avec les preuves, mais les pires crimes resteraient impunis. J'ai appelé Antonia, qui m'a reçu dans la journée. À ce moment-là, son cabinet m'est apparu comme le seul refuge où je me sentais en sécurité. Elle m'a écouté longuement, m'a laissé exprimer ma colère et ma tristesse, à tel point que j'en confondais les deux. Elle m'a dit une phrase qui m'est restée. La justice n'est jamais parfaite. Certaines douleurs ne disparaîtront jamais vraiment. Ça ne veut pas dire que témoigner fut une erreur, ni que tu as échoué. Le système a ses failles. On ne peut tout réparer seul. Pour la première fois depuis le verdict, j'ai pleuré sans retenue, de lourds sanglots qui m'ont épuisé. Quand j'ai quitté le cabinet 2 heures après, la tension dans ma poitrine s'était un peu allégée, même si elle restait bien présente. Lors de ma réunion du groupe de soutien, cette semaine-là, j'ai pris la parole lorsque Seamus a demandé si quelqu'un souhaitait s'exprimer. Ma voix tremblait en annonçant mes 13 mois d'abstinence. Le groupe a applaudi. Certains ont même sifflé d'admiration. Seamus m'a adressé un sourire encourageant depuis l'autre côté de la salle. Il ne s'est jamais fait d'illusions quant à la difficulté du chemin, ni sur une guérison miracle. Après la réunion, 3 personnes sont venues me remercier, m'avouant que mon obstination à rester sobre durant le procès leur avait donné de la force. L'un d'eux m'a même confié avoir failli rechuter pendant son divorce, mais qu'à la suite de mon témoignage, il avait aussitôt appelé son parrain. Je suis rentré chez moi presque fier. J'avais survécu à tout ce que Lilith avait tenté pour me briser, et je continuais à me battre pour mon rétablissement. Ça comptait, même si le verdict avait été en deçà de mes espérances. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une proposition d'embauche à l'hôpital. Un poste d'assistante au service des archives médicales. Aucun rapport avec la carrière d'infirmière dont j'avais rêvé, mais je restais dans le milieu médical, sans avoir à affronter chaque jour la douleur de ce que j'avais perdu. Le travail était simple, classement, saisie de données, aide aux patients pour récupérer leurs dossiers. Ma supérieure m'a reçu la veille de ma prise de poste. Elle connaissait mon passé, mon casier judiciaire. Elle m'a dit d'emblée « Je t'ai recruté parce que je crois aux secondes chances, et tu as fait preuve d'honnêteté dans ta candidature. Ne me fais pas regretter ce choix. » Je lui ai promis de ne pas la décevoir, et je le pensais sincèrement. 3 mois plus tard, je faisais mon travail sans encombre. Les patients m'appréciaient, mes collègues me traitaient comme n'importe qui. Certains jours, en passant devant le poste des infirmières, j'avais le cœur un peu serré en imaginant la vie que j'aurais pu avoir. Mais la plupart du temps, je me concentrais sur mes tâches et je rentrais chez moi, reconnaissante d'avoir un travail, un salaire et une raison de me lever. Le cabinet de l'avocat était plus modeste que je ne l'imaginais, spécialisé dans l'effacement de casiers judiciaires et les demandes de réhabilitation. Je lui ai expliqué les accusations de violence et comment elles reposaient sur les mensonges de Lilith. Il a affiché la condamnation pour fraude sur son écran, acquiesçant, ça renforce clairement votre dossier. Mais il a été direct concernant les délais. C'est une démarche longue, qui prend plusieurs années. Il faudra prouver votre réhabilitation, remplir tout un tas de documents, sans aucune garantie de résultat. Rien que les frais de dossier sont déjà conséquents. Nous devions commencer par déposer une requête au tribunal et voir comment les choses évolueraient. J'ai signé la convention d'honoraires, consciente que ce serait un nouveau combat qui demanderait du temps. Mais au moins, cette fois, je me battais pour une cause qui en valait vraiment la peine. Faire disparaître ce passé ne gommerait pas tout, mais ouvrirait peut-être des portes restées fermées jusqu'ici. Mon oncle Julian m'appelait toutes les quelques semaines pour m'informer des nouvelles de Sophie. Elle avait commencé à consulter un spécialiste du traumatisme, se débrouillait mieux à l'école et commençait à s'ouvrir davantage sur ses émotions. Elle continuait à faire des cauchemars et avait encore du mal à surmonter la culpabilité qu'elle ressentait envers sa mère. Je gardais mes distances, comme on l'avait décidé tous les deux, pour lui laisser l'espace dont elle avait besoin afin de se reconstruire, loin du poids de la famille.
Je lui envoyais de temps en temps de brefs messages, juste pour lui dire que je ne lui en voulais pas, que j'étais fier de son courage, ou simplement pour prendre de ses nouvelles sur l'école. Elle répondait rarement, mais quand ça arrivait, c'était toujours avec bienveillance et délicatesse. J'espérais qu'elle savait qu'elle pouvait m'appeler si jamais elle en ressentait le besoin. J'espérais aussi qu'elle recevait enfin l'aide qui m'avait tant manqué à son âge. Un matin ensoleillé, je suis retourné là où j'avais enterré mon chien. L'herbe avait poussé sur la tombe. Des fleurs sauvages entouraient l'endroit. Je me suis assis un moment, en silence. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai pu laisser venir le chagrin sans être dévoré par la culpabilité. Je connaissais désormais la vérité. Il était mort par la faute de la cruauté de Lilith, et non à cause de moi. J'ai détaché l'ancienne médaille de son collier de mon porte-clés, l'ai tenue dans la main, puis j'ai sorti la nouvelle médaille gravée de la date de mes 13 mois de sobriété. Je l'ai accrochée à la place de l'ancienne, un geste tout simple mais chargé de sens, pour rendre hommage à sa mémoire et marquer mon propre cheminement. La culpabilité qui m'avait rongé durant un an s'était transformée, laissant place à la tristesse, à la colère contre Lilith, mais aussi à une profonde gratitude. Gratitude pour tout ce que sa présence m'avait apporté, gratitude d'avoir enfin eu accès à la vérité. J'ai effleuré la terre au-dessus de sa tombe et j'ai soufflé que j'étais désolé d'avoir mis tant de temps à comprendre ce qui s'était réellement passé. Le repas de famille avait lieu chez mon oncle Julian. Tout le monde était là, personne ne faisait semblant. On ne se mentait plus. Ma tante Natacha a évoqué l'audience civile prévue le mois suivant. Il fallait qu'on s'organise pour s'assurer de la présence de chacun. Mon oncle Julian a ressorti le calendrier qu'on avait utilisé pendant le procès et on s'est replongé dans les emplois du temps, à discuter des rotations. L'atmosphère se tendait parfois, surtout quand les avis divergeaient sur la suite à donner. Mais au fond, c'était la confiance retrouvée qui prédominait après tout ce qu'on avait traversé ensemble. Ma cousine m'a demandé comment j'allais et, exceptionnellement, j'ai répondu sans détour. Il y a des jours compliqués et d'autres qui le sont moins. Je suis toujours sobre, toujours là. Elle m'a serré la main à travers la table. Après le dîner, on s'est retrouvés dans le salon, on a bavardé de tout et de rien. Les séries qu'on regardait, des histoires de boulot, la voiture de quelqu'un qui faisait des siennes. Ça m'a fait du bien de retrouver ma place parmi eux, sans être celui dont on parlait toujours à voix basse. Petit à petit, ma vie a retrouvé un certain rythme. J'allais bosser 5 jours sur 7, j'avais rendez-vous avec Antonia chaque mardi, je participais 3 fois par semaine aux réunions de soutien et je donnais de mes nouvelles à Seamus quand j'en ressentais le besoin. L'affaire civile avançait à petits pas. Mon dossier pour l'effacement de mon casier dormait on ne savait où au tribunal. Sophie pensait ses blessures à son rythme, à sa façon. Ma sobriété, c'était devenu mon bien le plus précieux, le socle sur lequel je voulais tout reconstruire. Ce n'était pas parfait. Lilith, elle, n'a jamais eu à répondre de ses actes les plus ignobles. Mais moi, j'étais toujours là, toujours debout, toujours sobre, prêt à continuer. Certains jours, ce simple fait était déjà une victoire. Je restais vigilant. La justice était encore incomplète, la guérison inachevée. Mais j'avançais, au lieu de rester prisonnier du passé, et la plupart du temps, c'était suffisant. Voilà donc la grande finale que personne n'avait vraiment imaginée. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous êtes sacrément fidèle, et ce n'est pas rien. Autant vous abonner, non? Maintenant qu'on est tous embarqués dans cette drôle d'histoire.